Elle a obtenu son diplôme, a demandé le divorce, et je n'ai rien dit, j'ai juste signé les papiers. 10 ans ont passé. Bonjour à tous, et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Quand ma femme a obtenu son diplôme après ses études de médecine, j'étais fier. Je l'avais accompagnée durant ses longues nuits de révision, le stress des examens et le parcours harassant des entretiens pour l'internat. J'ai aidé à payer le loyer, fait les courses et lui ai tenu la main à chaque fois qu'elle craquait. Je ne me suis jamais plaint, car je croyais en nous. Mais lorsqu'elle a finalement atteint un point où elle gagnait plus que moi, un moment que je pensais que nous célébrerions, elle m'a pris complètement au dépourvu. Elle a demandé le divorce. Je n'ai rien dit et j'ai signé. Mais 10 ans plus tard, elle est revenue, et je lui ai fait goûter à sa propre médecine. Je m'appelle Géry. Au début de la vingtaine, alors que la plupart des gens autour de moi cherchaient un travail de bureau ou ne savaient pas encore quoi faire de leur vie, je gérais déjà ma propre petite boutique de matériel informatique. C'était quelques étagères de composants et une course constante pour répondre à la demande. L'entreprise avait ses hauts et ses bas, surtout que les prix de la technologie pouvaient fluctuer du jour au lendemain, et certains articles ne me rapportaient quasiment aucun profit. Mais je connaissais les règles du jeu et je jouais intelligemment. L'argent que je gagnais comptait pour moi, car je ne venais pas d'une famille riche. Chaque petit progrès me semblait donc mérité. Je ne me qualifierais pas d'homme d'affaires au sens traditionnel du terme, mais j'avais de la volonté. Je comprenais que si je voulais la stabilité, je devais la créer moi-même. J'ai rencontré Megan pour la première fois alors qu'elle était encore étudiante en premier cycle, mais déjà obsédée par l'idée de devenir médecin. C'était un rêve qu'elle nourrissait depuis toute petite, et quand elle en parlait, on sentait sa passion. À cette époque, j'étais déjà indépendant depuis un certain temps. Les revenus de ma petite entreprise n'étaient pas toujours prévisibles, mais ils me permettaient de vivre confortablement. Megan et moi avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Nos conversations n'étaient jamais superficielles. Elle parlait pendant des heures de tout, y compris de son projet de devenir médecin. Je voyais à quel point elle le désirait, et je respectais cela. Il y avait quelque chose d'inspirant à regarder quelqu'un poursuivre un rêve avec une telle intensité. Je la voyais comme une personne sur qui il valait la peine de parier. À mesure que notre relation se développait, mon implication dans sa vie grandissait également. Je voyais à quel point elle était sous pression, non seulement sur le plan académique, mais aussi financier. Je savais qu'elle avait accès à des prêts étudiants, mais je savais aussi ce que ces dettes pouvaient faire à quelqu'un sur le long terme. Alors, je suis intervenu. Je lui ai dit que j'aiderais à couvrir ce que je pouvais. J'en ai pris en charge autant que possible, car je voulais alléger son fardeau. Dans mon esprit, je me disais que si je pouvais l'aider à construire son rêve maintenant, nous construirions le nôtre ensemble plus tard. Je l'ai rationalisé comme un investissement, et à l'époque, cela me semblait le pari le plus sûr que je pouvais faire. Elle était dévouée, disciplinée et concentrée. Elle était à fond, et moi aussi. Je me suis montré constamment présent pour elle. Que ce soit pour des discussions d'encouragement tard dans la nuit avant un examen, des dîners surprises quand elle était trop stressée pour cuisiner, ou en payant discrètement une facture en retard pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. J'étais sa stabilité, son filet de sécurité, la seule personne sur laquelle elle n'avait jamais à douter. Et j'en étais fier. Je croyais sincèrement que c'était ça, l'amour. Mais à l'époque, je ne réalisais pas que parfois, plus on donne, plus certaines personnes se sentent en droit de continuer à prendre. Quand Megan a reçu sa lettre d'admission en faculté de médecine, c'était comme si le monde entier s'était arrêté un instant. C'était comme si elle venait de gagner au loto. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais pour moi, ce n'était pas seulement sa victoire, c'était la nôtre. Toutes les nuits de révision, le soutien émotionnel, les sacrifices que nous avions tous les deux faits jusqu'à ce point. Tout cela semblait enfin en valoir la peine. Nous étions si fiers, si pleins d'espoir que nous avons décidé de nous marier peu de temps après. Ce fut une cérémonie simple, avec quelques amis proches et la famille. Pas de lieu grandiose, pas de gâteau coûteux, juste une journée simple qui marquait ce que nous pensions être le début de l'éternité. Mais une fois qu'elle a commencé ses études, tout a changé. Les études de médecine, ce n'est pas une partie de plaisir. Je le savais en m'engageant, mais le vivre était tout autre chose. Ces journées étaient surchargées de cours, de stages et de groupes d'études tard le soir. Elle partait avant le lever du soleil et rentrait quand j'étais déjà au lit, dormant même parfois chez une amie pour gagner du temps.
Le peu de temps que nous passions ensemble semblait vide. Elle était là physiquement, mais son esprit était ailleurs. Elle était toujours fatiguée, émotionnellement distante, et avait à peine l'énergie de parler. Je considérais cela comme une phase temporaire, et je pensais qu'elle s'en remettrait. Pendant ce temps, nos dépenses grimpaient. Ses frais de scolarité, ses livres, ses tenues, les frais d'examen, tout coûtait plus cher que ce que nous avions prévu. Et comme je lui avais déjà promis de nous soutenir autant que possible, j'essayais de ne pas laisser transparaître la pression. Mon entreprise était déjà imprévisible, mais je me suis poussé encore plus fort. J'ai pris plus de clients, je suis resté éveillé tard pour gérer les commandes, j'ai essayé de nouveaux fournisseurs, tout ce qui pouvait nous permettre de tenir notre budget. Il y a eu des moments où j'ai dû discrètement retarder le paiement de mes propres factures juste pour m'assurer qu'elle avait ce dont elle avait besoin. Je ne voulais pas qu'elle soit distraite par le stress financier. Je me disais, c'est moi qui ai dit que je le ferais, alors fais-le. Et je croyais sincèrement qu'un jour, nous repenserions à ces années, que nous ririons de la difficulté de l'époque et que nous serions fiers d'avoir traversé cela ensemble. Alors, je suis resté patient et loyal. Je pensais qu'une fois son diplôme en poche, les choses se calmeraient enfin, et qu'elle aurait à nouveau du temps pour que nous nous retrouvions. Je croyais que nos sacrifices porteraient leurs fruits. Mais je me trompais sur bien des choses. Alors que la remise des diplômes de Megan approchait, je me surprenais à penser de plus en plus à notre avenir, notamment à l'idée de fonder une famille. J'ai donc commencé à aborder le sujet. Je posais des questions comme, une fois que tu auras terminé ton internat, on devrait penser aux enfants. Ou, as-tu réfléchi à quand nous pourrions commencer à essayer? Mais à chaque fois, Megan hochait la tête d'un air distrait ou changeait de sujet. Elle ne me fermait pas la porte au nez, mais elle n'engageait pas non plus la conversation. Elle pouvait parler pendant des heures de ses objectifs de carrière, de ses projets de spécialisation, ou du nouveau médecin de sa clinique qui venait de s'acheter une voiture. Mais quand il s'agissait de notre avenir, son ton devenait plat. Pourtant, je n'ai pas insisté. Je voulais croire qu'une fois qu'elle aurait officiellement sa blouse blanche, elle finirait par changer d'avis, que nous recommencerions à rêver ensemble. Mais ce que je ne réalisais pas alors, c'est que je donnais de l'espace à quelqu'un qui se dirigeait déjà vers la sortie. Le jour de la remise des diplômes de Megan est vite arrivé. J'étais sincèrement fier. J'avais vu le travail qu'elle avait fourni, les nuits blanches, la pression et tous les sacrifices. Je me tenais dans cette foule, à côté de ses parents, applaudissant plus fort que n'importe qui, tenant mon téléphone pour prendre des photos, m'assurant de ne pas manquer une seule seconde. Ce jour-là, j'ai cru que nous avions réussi. Je croyais que c'était le début de la vie que nous construisions depuis des années. Mais moins d'un mois après le début de son internat, les choses ont pris un tournant brutal. Un soir, elle m'a tendu une enveloppe Kraft. Je pensais que c'était peut-être des papiers pour son travail ou quelque chose qu'elle voulait que je relise, mais ce n'était pas ça. C'étaient les papiers du divorce. Au début, j'ai cru à une erreur, mais non, elle était sérieuse. Je lui ai demandé pourquoi, et tout ce qu'elle a dit fut, j'ai changé. Nous sommes sur des chemins différents maintenant. J'étais sans voix. Après tout ce que nous avions traversé, c'est tout ce qu'elle avait à me dire. Je n'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. Je n'ai pas mangé correctement pendant des jours. Je ressassais tout dans ma tête, me demandant ce que j'avais pu manquer, ce que j'aurais pu faire différemment. Mais au fond, je savais que c'était une décision qu'elle avait prise depuis un certain temps. J'étais juste le dernier à la prendre. Il m'a fallu quelques jours pour trouver la force d'aller voir un avocat. Je lui ai tout raconté. Je voulais me battre pour récupérer au moins une partie de ce que j'avais investi dans sa vie. Mais mon avocat a été direct. Sans accord écrit stipulant que l'argent que j'avais donné était un investissement ou un prêt, il serait difficile d'obtenir grand-chose. Pourtant, je ne pouvais pas laisser tomber comme ça. Nous sommes allés au tribunal malgré tout. Le juge a reconnu mes sacrifices. Il a même fait quelques commentaires pendant l'audience qui laissaient entendre qu'il sympathisait avec moi. Mais la loi, c'est la loi. Et à la fin, on m'a accordé une petite compensation, juste une fraction de ce que j'avais dépensé au fil des ans. Ça ne couvrait même pas la surface de mes dépenses. Je suis sorti de ce tribunal le cœur vide, car la personne en qui j'avais investi mon amour, mon temps et mon avenir étaient partis comme si rien de tout cela n'avait jamais compté. Après le divorce, j'avais l'impression de n'avoir plus rien. Je m'étais tellement donné que lorsque tout s'est effondré, je ne me reconnaissais même plus. J'ai dû reconstruire non seulement mes finances,
mais aussi mon identité. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même. Je me suis replongé dans mon travail, non par ambition, mais par nécessité. J'avais besoin de quelque chose pour m'ancrer. J'ai gardé un cercle d'amis restreint. Je n'étais pas intéressé par les conseils ou la pitié. Je voulais juste sortir du trou dans lequel je m'étais retrouvé. Et avec le temps, j'y suis parvenu. L'entreprise a repris de la vigueur. Je me suis remis sur pied. Mais émotionnellement, quelque chose en moi avait changé pour de bon. Je me suis fait une promesse silencieuse, plus jamais je ne signerai pour aliéner ma vie sous l'illusion de l'amour. J'ai décidé que je pouvais être avec quelqu'un, oui, mais sans me marier légalement ni m'engager pleinement. Je voyais désormais le mariage différemment. Cela me semblait moins un symbole d'engagement qu'un piège. Un piège qui pouvait se retourner contre vous dès que les choses changeaient. J'étais devenu prudent. À partir de ce moment, chaque fois que je sortais avec quelqu'un, je mettais les choses au clair dès le début, pas de mariage légal, peu importe à quel point les choses se passaient bien. Beaucoup de femmes n'étaient pas d'accord avec ça. Certaines pensaient que j'avais juste peur ou que j'étais égoïste. D'autres ont essayé de me faire changer d'avis. Mais finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui ne voyait pas cela comme un signal d'alarme. Elle avait traversé ses propres tempêtes, portait ses propres blessures et n'était pas non plus intéressée par les contrats légaux. Nous vivions ensemble, planifions nos journées ensemble et partagions les petites joies. Elle ne demandait que de l'honnêteté, et je la lui ai donnée. En retour, elle m'a apporté une paix qui m'a aidé à guérir. Un soir tranquille, j'ai reçu un message de Megan sur Facebook. 10 ans s'étaient écoulés depuis le divorce. J'ai fixé la notification pendant un moment avant de l'ouvrir. C'était un simple « Salut, comment vas-tu ?» comme si nous étions de vieux amis qui avaient perdu le contact. J'ai lu le message lentement, puis j'ai répondu. Elle a commencé par des banalités, me demandant comment allait la vie, si j'étais toujours dans le commerce de matériel informatique, me disant qu'elle avait vu quelque chose en ligne qui lui avait rappelé moi. Je savais déjà où elle voulait en venir. Les gens ne vous recontactent pas comme ça, à moins qu'ils ne reviennent chercher quelque chose. Puis elle a changé de ton, disant qu'elle avait beaucoup réfléchi et que ce que nous avions lui manquait. Que malgré tout, elle croyait toujours que nous avions eu quelque chose de réel. Elle m'a appelé l'homme le plus stable qu'elle ait jamais connu et a dit qu'elle admirait la façon dont je l'avais toujours soutenu pendant ses études de médecine. Elle a dit cela comme si elle me faisait un compliment. Je ne savais pas quoi répondre à tout ça, mais je lui ai demandé ce qu'elle attendait de moi. C'est alors qu'elle a dit quelque chose qui m'a fait rire. Elle a dit, « J'ai toujours pensé que si tu ne t'étais pas remarié, c'était parce qu'au fond, tu m'attendais. » Cette phrase m'a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir. Après toutes ces années, sa vision du monde la plaçait toujours au centre de tout. Elle pensait que j'étais resté figé dans le temps, comme un personnage tragique qui n'avait jamais tourné la page. Elle n'avait même pas envisagé la possibilité que j'ai pu guérir, grandir et construire quelque chose de mieux sans elle. J'ai gardé ma réponse courte, disant simplement, « Tu as fait une erreur de jugement. » Plus tard, j'ai appris par mes propres recherches comment les choses s'étaient déroulées pour elle. Il s'est avéré qu'après notre divorce, elle s'est mise à courir après un tout autre style de vie. Elle est sortie avec des hommes flamboyants, des types riches et prospères, des gars qui n'avaient aucun problème à l'inviter, à dépenser de l'argent et à coucher avec elle, mais aucun d'eux ne la voyait comme une partenaire à long terme. Ils étaient d'accord pour une relation occasionnelle, pas pour un engagement. Ce schéma s'est répété pendant des années. Finalement, elle s'est remariée, cette fois avec un homme qui gagnait bien moins qu'elle. D'après ce qu'on m'a dit, il la trompait régulièrement, principalement avec des femmes plus jeunes. Quand tout a éclaté, c'est elle qui a dû lui verser une pension alimentaire, car à ce moment-là, elle gagnait très bien sa vie en tant que médecin. La même femme qui m'avait quitté en disant que nous étions sur des chemins différents a fini par soutenir financièrement un homme qui la trahissait à chaque occasion. Je n'ai ressenti aucune pitié. Au contraire, cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. La vie a une façon de servir la vérité aux gens quand ils s'y attendent le moins. Et quand elle le fait, elle n'a besoin de l'aide de personne. Je n'ai pas fermé la porte à Megan dès qu'elle m'a recontacté, même si j'aurais pu. J'avais toutes les raisons de le faire, mais au lieu de cela, je l'ai laissé parler et s'excuser. Je ne lui ai pas facilité la tâche, mais je ne l'ai pas bloquée non plus. Elle essayait de paraître décontractée, mais ne parvenait pas à cacher son urgence. Et plus elle insistait, plus c'était clair. Elle semblait avoir peur d'être seule.
peur d'avoir jeté le seul homme qui avait vraiment été là pour elle. Et maintenant, le temps pressant, elle essayait de revenir en rampant. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais je l'ai surprise à glisser de petites remarques comme « Je ne veux pas affronter la vie seule ». C'est effrayant de penser à la retraite sans avoir quelqu'un à ses côtés. Tu as toujours été le pilier stable. Elle ne revenait pas parce que je lui manquais. C'est la sécurité, la stabilité, la version de moi qui se serait pliée en 4 pour elle qui lui manquait. Alors, j'ai pris une décision. Je n'ai ni pardonné ni oublié. Mais j'ai décidé de lui renvoyer son propre reflet. J'ai joué à son jeu, celui qu'elle avait joué avec moi pendant notre mariage. Je l'ai laissé me courir après. Je lui ai donné juste assez d'attention pour qu'elle garde espoir. Quelques réponses sèches par-ci par-là. Peut-être qu'on pourrait se parler bientôt, dit sans conviction. Je savais ce que je faisais, et au fond de moi, je savais qu'elle le savait aussi. Mais elle est restée accrochée. Pendant des mois, je l'ai laissé essayer de regagner quelque chose que j'avais déjà enterré. Elle me demandait si j'étais toujours avec quelqu'un. Je répondais que c'était compliqué. Ce n'était pas le cas. J'étais dans une relation solide avec une femme qui me respectait. Mais j'ai laissé Megan croire qu'il y avait une fissure dans la porte. Je l'ai laissé croire qu'elle pouvait se faufiler à nouveau à l'intérieur. Et chaque jour, elle attendait qu'une version différente de moi apparaisse. Je lui ai offert la même distance froide que j'avais ressentie chaque soir pendant qu'elle s'enterrait dans sa carrière. Puis un matin, après environ un mois à jouer avec ses émotions, je me suis réveillé et j'ai décidé de briser ses sentiments. Je lui ai envoyé un message lui disant que notre divorce n'avait pas été la fin de quelque chose de bien, mais le début de quelque chose de nécessaire. La perdre m'avait forcé à me confronter à moi-même, à me reconstruire, à grandir. Je lui ai dit que j'avais trouvé la paix et que je n'avais aucun intérêt à rouvrir des portes que la vie avait déjà fermées pour de bon. Elle a réagi presque immédiatement. D'abord, ce furent des tentatives de culpabilisation. Elle a envoyé un long message rempli de phrases passives-agressives comme « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce que nous avons eu » et « Alors tu n'as fait que jouer avec moi pendant tout ce temps ». Puis sont venues les accusations, je l'avais utilisé, je lui avais donné de faux espoirs, et je ne valais pas mieux que les hommes qui l'avaient blessé après moi. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. 10 ans plus tôt, elle m'avait jeté comme si j'étais un objet jetable. Maintenant, le simple fait que j'ai tourné la page était en quelque sorte une trahison envers elle. Au début, j'ai ignoré. J'ai pensé que si je ne nourrissais pas sa colère, elle se lasserait et arrêterait. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Elle a commencé à m'envoyer des messages à toute heure, à me taguer dans des publications, à envoyer des messages à des amis communs pour obtenir leur sympathie. Elle a même envoyé un message à ma compagne, insinuant subtilement que je lui parlais dans son dos. C'est là que j'ai su que ce n'était plus de la confusion émotionnelle. C'était du harcèlement. J'ai fait ce qu'elle n'aurait probablement jamais imaginé. J'ai pris un avocat. J'ai demandé à mon avocat de rédiger et de lui envoyer une lettre de mise en demeure, l'avertissant formellement de cesser son comportement sous peine de poursuite judiciaire. Puis je l'ai bloqué sur toutes les plateformes. Je ne lui devais pas une tribune. Quand j'ai finalement fermé la porte complètement, je me suis assis et j'ai vraiment réfléchi à ce qui venait de se passer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne après tout ce temps. Mais une fois qu'elle l'a fait, et que j'ai vu comment elle a essayé de revenir dans ma vie comme si de rien n'était, une partie de moi a eu envie de la laisser courir après des ombres pendant un certain temps. Cette fois, c'était elle qui était laissée dehors, à regarder de loin. Aujourd'hui, je passe mon temps avec quelqu'un qui respecte mes limites et qui ne fait pas de l'amour un pari risqué. Le chapitre Megan est clos, définitivement.